Bonjour à tous, auditeurs de Tout Chemin. Aujourd'hui, au comptoir des histoires, nous accueillons Corélia et surtout ses longs cheveux roux. Pour la première fois au comptoir, on ajoute au breuvage une cuillère de paranormal. Corélia va nous parler d'ésotérisme et plus précisément de sorcellerie. Mais je n'en dis pas plus, place à son histoire et joyeuse dégustation. Quand j'ai fini mes études, je suis partie faire un stage au Maroc et j'ai travaillé ensuite au Maroc. Je suis partie travailler à Casablanca. Et à Casa, j'ai rencontré un gars qui allait devenir mon amoureux. Il venait d'un milieu un peu populaire et donc il était un peu dans cette ambiance de croyance populaire aussi, religieuse ou spirituelle notamment. Et donc ouais, et si tu veux, sa meilleure amie était une fille qui était un peu baignée dans des plans d'invocation d'esprit ou de trucs comme ça. Et moi, j'ai toujours été curieuse, c'est des trucs paranormaux, de ça, sans avoir jamais trop vu de choses dans ma vie. Et là, voilà. Et là, en gros, il me disait qu'il y avait sa meilleure amie qui était un peu dans ces trucs-là et qui pouvait peut-être m'en parler, tu vois. Et alors un jour, donc, je pense que même lui, tu sais, il n'a pas trop été l'intermédiaire direct, tu vois. On s'est pas genre connus tous les trois ensemble, tout ça. Il m'a dit, bah tiens, elle est là. En gros, elle va venir te chercher en voiture, quoi. Je crois qu'il y a eu un truc comme ça. Et là, je monte dans un espèce de 4x4 blanc, puis il y a cette fille. C'était une donc marocaine, tu vois, un peu petite de taille, les cheveux courts, blonde décolorée, une poitrine immense, refaite. Et puis donc c'était une fille un peu nerveuse, tu vois, un peu colérique. Et puis on discutait un peu de ça, puis je lui demandais mais comment ça se passe, enfin qu'est-ce que tu fais pour, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça ou quoi. Et elle me donnait l'exemple un jour qu'elle s'était retrouvée en colère, tu sais, avec son copain de l'époque qui était en train de conduire la voiture où ils étaient stationnés et il était sur le siège du conducteur. Et ils se sont énervés. Puis elle a été saisie d'un truc apparemment surnaturel qui lui a donné une force supérieure. Et elle s'est jetée sur lui, elle lui a déchiré son t-shirt. Elle me disait qu'en gros, ça pouvait lui permettre d'avoir une espèce de force supérieure. Et elle faisait ça, genre après, à faire des genres de sacrifices d'animaux à Meknes, du coup. Parce que c'était un genre d'invocation, de sacrifice envers des djinns. Alors, les djinns, qu'est-ce que c'est ? Dans l'islam, ça dit que Dieu a créé plusieurs créatures sur Terre. Donc, il a créé les anges. Donc, dans les anges, tu as un des anges qui est devenu le diable. T'as les hommes, qui sont donc une autre créature, et t'as les djinns. Donc, djinn, ça s'écrit D-J-I-2-N. Et en fait, les djinns, c'est un peu ce que nous, on appellerait peut-être pas les esprits, tu vois. Donc, c'est des créatures qui sont dans une autre couche dimensionnelle, qui sont là avec toi, tu vois. Et là, il y en a sans doute dans cette pièce, tu vois, sauf qu'on ne le voit pas. Et voilà. Et apparemment, il y en a toujours autour de nous. Qui nous accompagne aussi. La personne qui était en fait sa voyante et qui lui faisait faire ces trucs-là, elle me l'a fait rencontrer après, quoi. On a conduit, on s'est retrouvés assez loin, alors je sais même plus où c'était, genre c'était peut-être à Mohamedia, qui est la ville entre Casablanca et Rabat. Et je pense qu'elle m'a emmenée dans une banlieue, et encore c'était un milieu populaire là, tu vois. Et on arrive dans le haut d'un immeuble. Et sur les toits, parce que les toits sont tout le temps ouverts au Maroc, tu vois, des immeubles, tu peux tout le temps y aller, quoi. Parce que les gens vont étendre leur linge là. Et au fond du toit, de la terrasse, il y avait une pièce. Et la pièce, qui était en fait même pas fermée, il y avait un rideau. On a passé le rideau. Et là, on entre dans une petite pièce où il y avait donc un espèce d'aménagement de salon marocain avec des coussins un peu orientaux. Et il y avait cette femme-là qui parlait pas du tout français. Et donc cette femme, donc elle lui tire les cartes d'abord en arabe à elle, tu vois, à ma pote. Elle lui dit des trucs, bon, j'étais un peu larguée parce que je comprenais pas grand-chose, mais elle me traduisait pas non plus. Et puis après vient mon tour, tu vois, donc elle me fait tirer les cartes à moi. Et dans mon tour, un des premiers trucs... Ah ouais, elle me demande quel est le prénom de ma mère. Et après, elle pose ses cartes sur sa bouche et elle fait un truc, elle récite un truc en arabe.
Et je sais pas ce qu'elle dit, tu vois. Et genre, je pense qu'elle était en train de demander au djinn, peux-tu m'aider à lire l'avenir de Corellia? Comme ça, je vais lui dire ce qui va lui arriver, tu vois. Donc là, premier truc qu'elle me dit, fais attention, tu vas peut-être devoir avorter. Et là, c'était ma peur la plus suprême en ce moment, parce qu'effectivement, j'avais des rapports avec mon copain à ce moment-là, qui n'était pas protégé, et j'étais en train de je me posais beaucoup la question, je me disais, putain, si jamais il m'arrive un truc, comment je fais ici dans ce pays pour avorter? C'est même pas légal et tout ça, tu vois. Donc c'était une crainte, c'était une peur, tu vois, que j'avais. Et donc là, elle me dit ça, elle me dit, ok. Le deuxième truc, elle me disait, bon, pour l'agence, ça va aller, tu vois, parce qu'il y avait mes employeurs qui ne m'avaient pas payé depuis plusieurs mois. Et je lui ai demandé, de repréciser, est-ce que mes employeurs donc, vont me payer ce qu'ils me doivent comme salaire? Et elle m'a dit, oui, c'est bon, ils vont le faire. Ils l'ont fait, effectivement. Pour l'avortement, j'ai demandé précisément, elle m'a dit non, qu'il fallait genre faire attention. Effectivement, heureusement, j'ai pas dû avorter, donc ça allait, tu vois. Et puis, dernier truc qu'elle me dit, bah écoute, est-ce que t'as pris le sperme de ton copain, tu vois? Et là, je comprends pas. Je fais, quoi, le sperme? Pourquoi j'aurais pris son sperme avec moi, tu vois? Et là, ma pote, elle m'a dit, en fait, c'est juste que ça va permettre en gros, de lui jeter un sort. Et en fait, donc pourquoi ça permet de jeter un sort là, c'est que le sperme, c'est, si tu veux, l'essence même de l'homme, tu vois. Et donc si tu fais un espèce de je sais pas, une incantation, j'en sais rien, avec la photo du mec et son sperme dans un mouchoir, tu peux l'ensorceler et faire qu'il soit amoureux de toi, en fait. Donc pour plusieurs jours. En fait, il y a une date de péremption, si tu veux, apparemment, dans les sorts. Et donc voilà, et moi je me suis dit, non, bon, déjà, j'ai pas son sperme avec moi. Et puis je vais pas lui faire ça, tu vois. Non. Et là, sa copine disait, ok, mais tu me promets que si on le fait, tu lui diras jamais que je t'ai proposé de le faire ou que je t'ai emmené ici et tout ça. Donc, bon, c'est solidarité féminine, j'ai rien dit. De toute façon, j'avais rien fait. Mais tu tenais à un amour plus profond de sa part? Non, je pense que j'avais déjà assez confiance qu'on était amoureux, tu vois, donc je voyais pas l'intérêt de faire ça. C'est juste que visiblement, c'était un truc fréquent que la personne proposait comme service. D'accord. Et quatrième truc, elle me dit, ah mais tu sais, il y a ce djinn-là qui pourrait s'énerver contre toi, alors tu devrais me donner 1000 dirhams en plus pour que j'aille faire une offrande de genre de poulet à ce djinn-là, à Meknes encore, tu vois. Mais je dis, non, ça va. Genre... non, ça va. Et elle me dit, bon, écoute, et puis t'as qu'à venir. Et donc la voyante m'invite avec ma pote à une cérémonie qu'elle allait faire chez elle à Casablanca, dans un quartier en plus totalement normal. Donc ce soir-là, on va donc chez cette femme. Et pour décrire la cérémonie, donc on entre dans un appartement assez grand. Il y avait une pièce où il y avait des femmes qui se faisaient du henné, il y avait plein de gâteaux, donc ça c'était la pièce première en entrant, et il y avait le salon, donc c'est dans le salon où il se passait tous les trucs. Et donc on entre dans cette pièce-là, au fond il y avait des musiciens, des percussions, un flûtiste. Devant eux, il y avait plusieurs voiles de couleurs qui étaient superposées, parce qu'apparemment chaque couleur représentait un djinn. Et donc là, ils étaient en fait en train d'appeler ces djinns ce soir-là. En face de ça, tourné donc vers les musiciens, il y avait des chaises où les gens s'asseyaient pour regarder le spectacle, en gros, quoi, comme un spectacle, effectivement. Donc nous, on s'assoit, et là, je commence à voir les personnes s'approcher, tu vois, et danser, en fait. Donc il y avait des gens qui, si tu veux, comment ça se passait, c'est... Les personnes allaient vers les musiciens et alors les flûtistes ils faisaient une mélodie genre hyper enfin pas de mélodie, c'était genre un truc transcendantal. Et donc avec les percussions et puis là donc les gens se mettaient les personnes qui allaient devant les autres voiles se remettaient un voile sur la tête, penchaient la tête vers le sol. Ils avaient donc ce voile blanc sur leur tête et là ils commençaient à tourner la tête de gauche à droite comme ça en penchant de façon transcendantale aussi. Et là, le corps aussi se mettait à gesticuler, à danser. Et tu vois, à un moment donné, il y a une femme assez grosse, tu vois, qui a fait ça. Et là, elle s'est mise à sauter. Donc ça faisait boum, boum. Et ce qui était fou de chaque personne, là, c'est que ils avaient tous exactement le même mouvement de corps, quoi. Comme s'il y avait genre la même personne qui rentrait dans leur corps
à chaque fois. Donc il y a une fois, il y a un moment donné, il y a une autre femme du public qui s'est levée, qui était en train de gesticuler de partout, et puis qui se met à approcher comme ça et à danser comme ça. Et là, ma pote décide d'y aller. Et là, ma pote aussi, pareil, elle arrive là, elle gesticule de partout, et puis elle revient à son siège un peu après, tu vois, elle était complètement épuisée. Elle me dit oh mon Dieu, j'ai tellement mal à la tête, j'en peux plus, je suis épuisée. Écoute, on va y aller, j'en peux plus. Et en fait, si tu veux, moi je serais bien restée, mais apparemment ça dure très très longtemps ce genre de soirée, ça dure jusqu'à 6h du matin. Et c'est à ce moment-là, plus tard dans la soirée, où les gens peuvent se planter les couteaux dans le corps et que. Mais du coup, est-ce que toi, l'idée t'a traversé l'esprit de rentrer dans le cercle? Alors ouais, parce qu'elle m'avait dit tu pourrais le faire. Oui, bien sûr que ça m'a traversé, mais j'avais beaucoup trop peur en fait. Je m'étais dit je veux pas me retrouver avec un truc à l'intérieur de moi que je peux plus, qui va me noircir, tu vois, parce que je sentais que c'était quand même obscur tout ça. Et donc ouais, donc là j'ai pas osé. Je me suis dit non. D'accord. On est parti dans la voiture, elle était épuisée, elle arrivait pas, elle me dit je peux pas conduire, attends, Là elle me dit il va peut-être falloir que j'aille faire l'offrande à Meknès, tu vois, donc encore, et là je pense qu'il y avait un espèce de cercle vicieux dans tout ça, tu vois, c'est que tu deviens un peu dépendant de ça, après c'est peut-être juste une superstition, tu vois, donc, mais tu restes dépendant finalement de cette superstition, et c'est assez fréquent au Maroc que les gens procèdent par ça. Moi après j'ai parlé à des gens autour de moi de ça. Et ils me disaient que souvent sous leur tapis, ils retournent leur tapis, ils ont un truc en dessous, tu vois. C'est des petits trucs, genre dans un papier d'aluminium, des papiers avec écrit des trucs en hébreu ou des trucs un peu incompréhensibles et tout. Et c'est des sorts contre eux, des gens qui sont jaloux, qui veulent leur fortune, tu vois, ou des filles qui veulent que les mecs soient amoureux d'elles. Du coup, une question bête, mais est-ce que ça peut marcher dans l'autre sens? Un homme qui aimerait... Je pense que oui. C'est à partir du moment où tu as une photo, les cheveux de la personne par exemple, et je sais pas trop pour les femmes, là, ce qu'il faut d'autre, mais ça oui, dans l'autre sens ça marche aussi, ouais. Et donc comment ça se passe, c'est qu'apparemment le fqih ou la voyante ou quoi, tu vois, il demande aux djinns de pouvoir faire ça, et après ces gens-là ils sont dépendants de ces djinns, des fois ils ont des ordres de ces djinns, genre. Et ce que me disait donc ma collègue là, dont son frère Stéphane Sansonnier, parce qu'il s'était du coup vachement intéressé au sujet, c'est qu'apparemment il y a des gens qui se sont retrouvés à devoir sous ordre des djinns marcher à pied sous le sol brûlant, et le sol brûlant marcher des kilomètres et des kilomètres juste pour satisfaire le désir des djinns, quoi. J'espère que l'histoire de Corellia vous a plu. J'ai décidé d'arrêter le podcast ici, bien que Corellia m'ait conté plusieurs anecdotes par la suite sur les djinns et la sorcellerie marocaine. Vous trouverez dans la description un article qu'elle m'a partagé et qui développe plus en profondeur la place des djinns si vous désirez creuser le sujet. Quant au comptoir des histoires, il vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau service. Le comptoir est toujours intéressé par la découverte de nouvelles histoires, des histoires inspirantes, des histoires liées à des traits culturels, des histoires courtes, des histoires d'une vie, mais avant tout des histoires que vous avez vécues vous-même. Je vous invite à me contacter via la page Facebook du podcast.